Les plastiques sont partout. Depuis le milieu du XXe siècle, l'humanité a produit plus de 9 milliards de tonnes de plastique, un matériau qui était censé nous faciliter grandement la vie, mais qui est malheureusement devenu un piège mortel pour la nature et pour l'humanité. Il est un fait bien établi que la majeure partie du plastique n'est jamais recyclée. Le professeur Antonio Ragusa, un obstétricien gynécologue et chercheur italien qui a été le premier à identifier des microplastiques dans le placenta humain, explique comment il poursuit son chemin à travers la biosphère. De tous les millions et millions de tonnes de plastique que nous produisons, moins de 10% de ce plastique est recyclé. Plus de 90% est malheureusement déversé dans l'environnement. Et lorsque le plastique est rejeté dans l'environnement, il se décompose lentement en particules de plus en plus petites, devenant finalement de minuscules microplastiques, voire même d'infimes nanoplastiques. Ces particules voyagent le long des rivières, atteignent les mers, se dispersent à travers les océans et pénètrent dans les poissons que nous consommons par la suite. Elles finissent donc par revenir à l'intérieur de notre corps. Le problème des microplastiques est observé depuis longtemps dans les écosystèmes du monde entier. Le professeur Sedat Gündoğdu, de l'université de Çukurova en Turquie, fondateur d'un groupe de recherche sur les microplastiques et expert en biologie marine et en contamination méditerranéenne par les microplastiques, parle de cette préoccupation croissante. Mon travail porte principalement sur la biologie des poissons. Je me consacre à ce domaine d'études depuis l'année 2016. Pendant mes, vous savez, études de doctorat, j'ai réalisé que tous les sites d'échantillonnage que nous utilisions pour la biodiversité étaient vraiment pollués par les plastiques et pas seulement par les microplastiques, parce que d'abord, nous avons compris que le problème principal est le plastique lui-même. Aujourd'hui, nous sommes habitués à entendre le mot microplastique, mais il fut un temps où ce terme n'existait tout simplement pas. Le professeur Richard Thompson est un biologiste marin à l'université de Plymouth, directeur de l'Institut marin, officier de l'Ordre de l'Empire britannique et membre de la Royal Society. Dans ses travaux, il a été le premier à décrire des particules de plastique microscopiques dans l'environnement marin, posant les fondations d'un tout nouveau domaine de recherche. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai lancé un défi à certains de mes étudiants. Ils sont allés sur le rivage, ils ont collecté des échantillons de sable et nous avons commencé à les regarder au microscope. Et dès les tout premiers échantillons, nous pouvions voir des pièces qui ne ressemblaient pas à des grains de sable, des pièces aux couleurs vives, rouges et bleues. C'était alors presque une sorte de voyage médico-légal pour confirmer leur identité et nous avons confirmé qu'il s'agissait bien de plastique. Nous avons montré qu'ils étaient présents autour du Royaume-Uni dans une variété d'habitats différents, dans les sédiments et dans la colonne d'eau. Et fait intéressant, dans ce premier article de 2004, mon premier article sur le sujet, nous avons utilisé le terme microplastique et le terme n'avait pas été utilisé dans ce contexte pour des morceaux véritablement microscopiques auparavant. Il y avait eu, et nous les avons cités dans notre article, des études sur de petits plastiques auparavant, mais nous sommes allés plus loin que quiconque. Nous avons montré cette biodisponibilité. Nous avons montré la tendance temporelle à l'augmentation au fil du temps. L'océan est le principal réservoir de plastique accumulé. Il contient déjà plus de 200 millions de tonnes de déchets plastiques, et cette quantité ne cesse de croître chaque jour. Il faut comprendre que le plastique ne disparaît pas. Sous l'effet combiné de la lumière du soleil, des vagues, de la salinité et des frottements mécaniques, il se dégrade en microplastiques et en nanoplastiques. Les microplastiques sont des particules de plastique d'une taille inférieure à 5 mm, tandis que les nanoplastiques mesurent moins d'1 micromètre, ce qui représente environ 1000 fois la finesse d'un cheveu humain. On estime qu'il y a approximativement 350 000 milliards de particules de microplastiques dans la seule couche superficielle des océans, mais le nombre réel est en fait bien plus considérable. Les scientifiques estiment qu'approximativement 90% des particules nanoplastiques sont trop petites pour être détectées par les instruments analytiques actuels. Lorsque l'eau s'évapore de la surface des océans et d'autres masses d'eau, des particules de microplastiques s'élèvent dans l'atmosphère, entraînées par la vapeur d'eau. Le docteur Dušan Mateřić, analyste environnemental au Centre Helmholtz de recherche environnementale en Allemagne, dirige un groupe de recherche dédié à l'étude des nanoplastiques. Le Dr Mateřić mène des recherches sur les nanoplastiques atmosphériques à l'Observatoire de Sandblick en Autriche, la plus ancienne station de recherche de haute altitude en Europe. Et concernant ces nanoplastiques qui se forment par la fragmentation de fibres plus grandes en raison de l'altération due aux rayons ultraviolets ou simplement à cause des forces mécaniques, ces nanoplastiques fragmentés sont beaucoup plus susceptibles de persister dans l'atmosphère pendant une très, très longue période. Et cela signifie qu'il a été ramassé puis transporté jusqu'ici à une altitude de 3106 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Ce que nous avons découvert, c'est que nous avons des nanoplastiques dans toutes les stations plus anciennes et nous avons des nanoplastiques même dans l'environnement océanique le plus profond. Et notre point le plus profond est en dessous de 5000 mètres. Les micro- et nanoparticules présentes dans l'atmosphère peuvent parcourir des milliers de kilomètres, passant d'un continent à l'autre. C'est ce que constate la Dree Elke Ludewig, originaire d'Autriche, qui dirige l'observatoire Sandblick et le Centre européen d'intercomparaison des ambiances nuageuses, où sont enregistrés le transport de ces particules et les effets de ce processus. Usavotasan, d'après divers cas, que ça a des transports de particules vraiment très longs, par exemple, depuis le Japon jusqu'ici, ou même le Canada. Il y a 2 exemples que je peux vous citer à Awards. Le premier est l'accident de Fukushima. Il a fallu environ 11 jours pour que des particules d'aérosol avec un niveau de rayonnement plus élevé atteignent l'observatoire de Sandblick. Un autre exemple était en 2025. Le 9 juin, il y a eu une sorte de masse d'air transportée du Canada qui est arrivée jusqu'ici à la station. On pouvait la voir dans le ciel. Bien sûr, on pouvait le voir dans nos données, qu'on avait une concentration d'aérosol plus élevée. Mais le moment vraiment impressionnant, c'était, et c'est pourquoi il est aussi important d'avoir du matériel ici en haut. On pouvait vraiment sentir l'odeur de brûler dans l'air et cela a duré toute la journée. On peut donc voir à quel point les effets peuvent être intenses quelque part sur le globe, en particulier dans l'hémisphère nord. Et cela a été transporté sur des centaines de kilomètres tout autour de l'hémisphère nord. Et nous pouvons le mesurer ici et montrer exactement ce que c'est. Les micro- et nanoplastiques atmosphériques retombent ensuite sur Terre avec les précipitations, que ce soit sous forme de pluie ou de neige, et se déposent dans les forêts, sur les terres agricoles et à travers les prairies, où ils s'infiltrent dans le sol et pénètrent les plantes. Ce phénomène se produit partout sur la planète, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Liliana Cachires Sanchez, titulaire d'une maîtrise en sciences, technologies et santé, biologiste spécialisée en écotoxicologie et en protection de l'environnement, et chercheuse au Centre de recherche en sciences exactes et en ingénierie de l'Université catholique bolivienne San Pablo, fait remarquer que les microplastiques sont présents dans les milieux naturels, dans les organismes vivants, ainsi que dans les produits alimentaires. Au cours des dernières années, nous avons mené des analyses du sol, de l'air et des eaux de surface et souterraines à Cochabamba. Nous avons également examiné des lacs et des lagunes, et dans la totalité de ces échantillons, nous avons découvert des microplastiques. Le fait que nous ayons découvert des microplastiques, même dans des régions où il n'y a aucune présence humaine, suggère que les particules de microplastiques se déplacent activement à travers l'environnement. Par ailleurs, nous avons identifié leur présence dans les produits alimentaires et au sein des organismes vivants. Nous avons détecté des microplastiques dans le lait et d'autres produits pasteurisés comme le yaourt. Ils ont également été découverts chez des animaux sauvages, par exemple chez la grenouille aquatique du Titicaca et chez des poissons d'un lac près de Cochabamba appelé Angostura. Ces découvertes confirment que les microplastiques font déjà partie intégrante de notre chaîne alimentaire et de notre chaîne écologique. En raison de la pollution par les microplastiques, 1 grain sur 10 des 3 principales cultures vivrières mondiales, le riz, le blé et le maïs, pourrait mourir avant la récolte. De plus, des chercheurs de l'Université de Catane ont trouvé de fortes concentrations de particules microplastiques dans les pommes, les poires, les carottes, les pommes de terre, la laitue et le brocoli. De manière générale, les pommes et les carottes présentaient les niveaux de contamination les plus élevés et il a été constaté que les fruits contenaient davantage de particules de plastique que les légumes. Dans des fermes laitières de plusieurs pays, des particules de microplastiques ont été trouvées dans des échantillons de foin et d'autres types d'aliments pour le bétail. La présence de microplastiques a également été confirmée dans le lait et la viande de vache et de mouton, ainsi que dans le tissu pulmonaire des porcs et dans l'estomac et les intestins de canards domestiques. Cela signifie que le plastique est désormais devenu inséparable de l'élevage. Des scientifiques de l'Université de Newcastle, en Australie, estiment qu'une personne moyenne consomme aujourd'hui environ 250 grammes de plastique par an par le biais de son alimentation, ce qui représente l'équivalent en poids de 50 sacs en plastique. De plus, les êtres humains inhalent des micro- et des nanoplastiques. Selon diverses études, un adulte peut inspirer jusqu'à 106 000 particules de microplastiques au cours d'une simple promenade de 2 heures dans une grande ville. Et dans les zones situées à proximité des plans d'eau, ce nombre augmente de manière très significative.
Nous rencontrons des micro- et nanoplastiques tous les jours quand nous nous brossons les dents, prenons une douche, mangeons, faisons des courses, allons nous promener, portons nos vêtements, utilisons des appareils ménagers ou prenons des médicaments, et quand nous travaillons sur un ordinateur, prenons les transports en commun, buvons un café à emporter, faisons nos courses dans un supermarché ou nous relaxons en extérieur. Les micro- et nanoplastiques sont omniprésents et nous nous rendons à peine compte à quel point ces particules se sont profondément incrustées dans nos vies quotidiennes aujourd'hui. Il y a 3 façons pour le plastique de pénétrer dans le corps. Par inhalation, par la peau et par l'alimentation. Et que se passe-t-il ensuite? Il entre dans la circulation sanguine. Jusqu'à tout récemment, il y a environ 15 ans, les gens pensaient que le plastique était inerte. Et en fait, si l'on observe ces granulés de plastique, non pas des microplastiques, mais plutôt des macroplastiques plus grands, même si vous les mettez dans l'eau, ils restent là, tout simplement, sans bouger. Il semble qu'ils n'interfèrent pas beaucoup avec l'environnement. Mais une fois qu'ils se décomposent en micro- et nanoplastiques, ils pénètrent dans le corps humain par ces 3 voies, entrent dans la circulation sanguine et de là atteignent tous les tissus parenchymateux, c'est-à-dire les organes, les reins, le foie, le cœur, les artères, les veines, le placenta, le lait maternel. Les micro- et nanoplastiques sont déjà devenus une partie intégrante et inséparable du corps humain. Ils s'accumulent dans les tissus des intestins, les muscles cardiaques, ainsi que dans les organes endocriniens et reproducteurs, perturbant gravement leurs fonctions. Il n'existe pas un seul endroit dans le corps humain qu'il ne puisse pas pénétrer. Des études montrent que les concentrations les plus élevées de nanoplastiques ont été trouvées précisément dans le tissu cérébral humain. Le professeur Lucas Kenner, médecin pathologiste et chercheur en cancérologie, directeur du laboratoire Christian Doppler de métabolomique appliquée, ainsi que directeur scientifique du projet Micro 1 qui se consacre à l'étude des microplastiques et de leurs effets sur la santé, nous explique comment les particules micro- et nanoplastiques peuvent échapper aux mécanismes de défense de notre corps et atteindre le cerveau en seulement quelques heures. Et nous avons découvert que les particules qui se trouvent dans la circulation sanguine et qui se recouvrent de molécules de cholestérol peuvent très facilement pénétrer la barrière hémato-encéphalique, qui est une barrière corporelle extrêmement stricte et qui protège le cerveau de toutes les substances toxiques externes ou même des substances thérapeutiques. Donc, vous savez, il est difficile, par exemple, de traiter les tumeurs cérébrales car la barrière hémato-encéphalique est si stricte aussi pour les médicaments, mais les particules peuvent entrer rapidement car elles se couvrent de molécules qui les aident à pénétrer la barrière hémato-encéphalique. Et pour moi, c'était vraiment très frappant de voir que, vous savez, que ces particules, 2 heures après leur avoir administré de l'huile par gavage, sont déjà dans le cerveau. Des scientifiques de l'Université du Nouveau-Mexique ont découvert qu'au sein de chaque gramme de tissu cérébral chez les individus d'âge moyen, il y a environ 4900 microgrammes de plastique. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, approximativement 0,5% du cerveau humain est constitué de plastique. De simples calculs démontrent que le cerveau humain renferme, en moyenne, environ 7 grammes de matière plastique, ce qui correspond approximativement au poids d'une petite cuillère en plastique. Et une telle cuillère à café se trouve déjà présente à l'intérieur même de la tête humaine. Il est largement reconnu que les micro- et nanoplastiques représentent un danger en raison des additifs chimiques toxiques qu'ils renferment, comme les phtalates et les bisphénols. Le traitement des maladies associées à seulement 3 produits chimiques parmi les additifs les plus toxiques présents dans les plastiques coûte à l'humanité $1,5 billion par an. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, car au total, plus de 16 000 composés chimiques sont utilisés dans la production de divers types de plastiques, chacun comportant ses propres risques potentiels pour la santé humaine. Pourtant, il existe un autre facteur, bien plus dangereux et encore largement sous-estimé, quant à la manière dont les nanoplastiques affectent le corps humain. C'est précisément ce facteur qui permet aux nanoplastiques de pénétrer aisément les barrières protectrices de l'organisme. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils deviennent pratiquement impossibles à éliminer. L'impact destructeur des matières plastiques au niveau purement chimique a déjà été examiné en détail dans un autre documentaire intitulé « Un piège pour l'humanité », dont une partie significative était spécifiquement consacrée aux additifs toxiques contenus dans les plastiques et à leurs effets dévastateurs sur la santé humaine. Maintenant, les dangers liés aux produits chimiques sont, bien sûr, l'aspect le plus visible et le plus largement débattu de ce problème. Mais à mesure que notre enquête progressait, nous avons réalisé que le véritable danger des plastiques allait bien au-delà de la chimie, s'étendant beaucoup plus profondément dans le domaine de la physique. Afin de bien comprendre pourquoi les particules de plastique sont si dangereuses, il nous faut d'abord saisir leurs propriétés physiques uniques.